Vous pensez que les années 90 se résumaient aux blockbusters et aux comédies romantiques? Détrompez-vous. Sous le bruit des dinosaures, des hackers et des relookings de lycée, une révolution plus silencieuse se produisait, des films qui n'ont pas fait sensation au box-office, mais qui ont laissé une empreinte durable dans le cœur des cinéphiles. Aujourd'hui, nous plongeons dans 15 classiques oubliés des années 1990 qui brillent encore de mille feux si vous savez où chercher. Redécouvrons-les ensemble. Lone Star, 1996. Dans les terres brûlantes du Texas, un shérif découvre un squelette vieux de plusieurs décennies et met au jour des générations de corruption, d'amour et de trahison. John Sayles réalise ce vaste néo-western avec une précision chirurgicale, tissant passé et présent en une narration hypnotique. Chris Cooper livre une performance discrètement dévastatrice, tandis que la présence d'Elizabeth Keane brûle d'un désir non résolu. Ce qui rend Lone Star si remarquable, c'est la capacité de Sayles à passer d'une chronologie à l'autre sans recours aux flashbacks conventionnels. Au lieu de cela, il utilise des mouvements de caméra élégants qui transforment le présent en passé, suggérant que l'histoire n'est pas derrière nous, elle est ici, affectant toujours nos vies. Le film se déroule comme un roman multigénérationnel, explorant les tensions raciales, l'amour interdit et la politique des petites villes avec une rare intelligence. Malgré les éloges de la critique et une nomination à l'Oscar du meilleur scénario, Lone Star est resté désespérément méconnu. Sayles, connu pour des films indépendants comme Madewan, a créé un film profondément américain qui remet en question le mythe de la frontière. Son budget était modeste, juste en dessous de 5 millions de dollars, mais il a capturé une complexité culturelle que de nombreux films à gros budget ne pouvaient atteindre. La cinématographie de Stuart Dryburgh crée un langage visuel distinctif. Les extérieurs poussiéreux et brûlés par le soleil contrastent avec les bars éclairés au néon où les secrets couvents et les souvenirs hantent. Le casting de soutien, comprenant Chris Christopherson en tant que shérif corrompu et Matthew McConaughey dans un de ses premiers rôles, ajoute de la texture à ce monde richement peuplé. Aujourd'hui, Lone Star est salué pour sa narration complexe et son honnêteté sans faille sur la race, l'héritage et la mémoire. Son examen de la manière dont les communautés construisent des récits sur leur passé semble plus pertinent que jamais à notre époque de réévaluation historique. Si vous cherchez un mystère qui ne se contente pas de demander qui l'a fait, mais pourquoi nous oublions, ce film est de l'or pur. The Sweet Hereafter, 1997. Un bus scolaire s'écrase dans une ville canadienne enneigée. Les conséquences? Un avocat arrive en quête de justice. Ou est-ce une vengeance déguisée en vertu? L'adaptation envoûtante d'Atom et Goyan du roman de Russell Banks ne porte pas sur l'accident, mais sur ce que le chagrin révèle chez ceux qui restent. Ian Holm mène une distribution aux performances d'une réalité bouleversante, son avocat étant à la fois empathique et manipulateur. La structure non linéaire du film reflète la nature fracturée du traumatisme lui-même. Nous voyons avant, pendant et après la tragédie, mais Egoyan tisse ces moments ensemble avec un tel savoir-faire délicat que l'impact émotionnel se construit progressivement, de manière dévastatrice. La ville devient un personnage, isolé, belle et de plus en plus claustrophobe, à mesure que les tensions enfouies remontent à la surface. Avec un budget modeste de 5 millions de dollars et une sortie discrète en festival, le film a fait sensation à l'international, remportant le Grand Prix à Cannes. La cinématographie austère de Paul Sarrozy capture la blancheur aveuglante des paysages hivernaux qui semblent engloutir les personnages. La musique de Michael Dana, construite autour de l'adaptation par le musicien folk Veita Hella du joueur de flûte de Hamelin, crée une qualité de conte de fées envoûtante qui souligne les thèmes du film sur les enfants perdus et l'échec communautaire. Sarah Polley livre une performance révélatrice en tant que Nicole, une survivante dont le témoignage devient le pivot moral du film. Sa récitation du joueur de flûte de Hamelin est l'un des moments les plus discrètement dévastateurs du cinéma, la poésie utilisée à la fois comme bouclier et arme. Bien que souvent éclipsée par des drames plus commerciaux, De Beaux lendemains reste l'une des méditations les plus poignantes sur la perte, la communauté et la foi brisée dans l'histoire du cinéma. Il pose des questions difficiles sur la guérison. Est-ce toujours possible? Est-ce toujours juste? Croyez-moi, celui-ci résonnera longtemps après le KR. Générique de fin. The Last Seduction, 1994. Elle n'a pas seulement volé de l'argent, elle a volé le film. La femme fatale de Linda Fiorentino dans The Last Seduction est d'une précision redoutable, impitoyablement manipulatrice et captivante à regarder. Réalisé par John Dahl, ce bijou noir est une leçon magistrale de danger séduisant,
Bridget Gregory n'est pas votre protagoniste typique de film noir. Alors que la classique femme fatale utilise la sexualité comme une arme, Bridget manie une intelligence brute, toujours 3 pas en avance sur tout le monde. Le scénario, écrit par Steve Baranczyk, crépite d'un esprit vicieux et de rebondissements surprenants. Lorsque Bridget fuit New York avec l'argent de la drogue de son mari et atterrit dans une petite ville, elle trouve sa prochaine cible, mais le jeu devient de plus en plus complexe. Initialement sorti sur HBO avant une brève sortie en salle, il a été disqualifié de la course aux Oscars, malgré la performance époustouflante de Fiorentino. Bill Pullman joue le mari serpent et Peter Berg le pion, mais Fiorentino possède chaque image. Sa Bridget est calculatrice mais spontanée, séduisante mais presque cliniquement détachée. C'est une étude de caractère d'une femme qui refuse d'être victime à tout prix. La cinématographie embrasse l'esthétique du film noir avec des sensibilités modernes. Les ombres et les stores vénitiens se mêlent aux fluorescents durs et à la lumière du soleil poussiéreuse. L'économie du film est impressionnante. Aucune scène gaspillée, aucun personnage superflu, juste une narration concise et efficace qui mène à une conclusion percutante. Les critiques l'ont adoré, mais sans un soutien complet du studio, il n'a jamais percé dans le grand public. Au fil du temps, il a développé un culte et est devenu un manuel pour la caractérisation néo-noire. Aujourd'hui, il semble encore plus radical, une anti-héroïne qui écrit ses propres règles et gagne sans punition ni rédemption. Si vous pensiez que le noir était mort dans les années 1990, détrompez-vous. King of the Hill, 1993. Avant Ocean's 11, Steven Soderbergh racontait une histoire très différente. Un récit initiatique de l'époque de la Grande Dépression qui semble sorti de vieilles photos de familles décolorées. King of the Hill suit le jeune Aaron alors qu'il navigue à travers la pauvreté, la solitude et les adultes étranges qui vont et viennent dans sa vie dans un hôtel de Saint-Louis. Ce qui distingue l'approche de Soderbergh, c'est son refus de sentimentaliser l'enfance ou la pauvreté. La palette du film change subtilement à mesure que les circonstances d'Aaron évoluent. Les ors et ombres chaleureux cèdent la place à des bleus plus froids à mesure que les temps deviennent plus durs. Nous ressentons sa faim, sa débrouillardise, ses humiliations et ses petites victoires avec une immédiateté intime. Basé sur les mémoires de A.E. Ochsner, ce film doux présente les premières performances de Jesse Bradford et Adrien Brody. Bradford porte le film avec une maturité remarquable, montrant à quelle vitesse les enfants peuvent s'adapter aux responsabilités d'adultes. Le casting de soutien, y compris Jerwin Krabbe dans le rôle du père bien intentionné mais peu fiable d'Aaron et Lisa Eichhorn dans celui de sa mère institutionnalisée, crée un monde où les adultes sont tout aussi vulnérables et perdus que les enfants. Les détails de l'époque sont méticuleusement rendus avec un budget modeste. Des murmures des programmes radio aux textures des vêtements usés, Soderbergh crée un monde vécu qui parle à la fois de spécificités historiques et de vérités émotionnelles intemporelles sur la résilience de l'enfance. Il n'a pas fait beaucoup de bruit au box-office, atteignant à peine 1 500 000, mais il a cimenté la gamme de Soderbergh en tant que conteur. Au fil des ans, il a gagné une admiration discrète de la part des critiques et des cinéastes. Si vous aimez les récits nuancés qui équilibrent innocence et mélancolie, ce trésor caché vous attend. Devil in a Blue Dress. 1995. Los Angeles d'après-guerre, une femme disparue, un homme noir piégé, Devil in a Blue Dress, mélange de noir, la politique raciale, Edenzel Wadesians, Obguderians, Washington à son apogée. Basé sur le roman de Walter Mosley, Carl Franklin réalise avec une précision pulpeuse et une profondeur sociale. Ce qui distingue ce film du noir conventionnel, c'est sa représentation sans détour des dynamiques raciales dans le Los Angeles de 1948. Easy Rawlins, interprété avec une intelligence bouillonnante par Washington, navigue dans un monde où franchir des frontières raciales invisibles peut être mortel. Lorsqu'il est engagé pour retrouver une femme blanche disparue qui fréquente des clubs de jazz noir, le mystère devient un voyage à travers les structures de pouvoir d'une ville ségrégée. Washington joue Easy Rawlins, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale devenu détective malgré lui. Mais c'est Don Cheadle dans le rôle de Mouse qui vole la vedette avec une énergie féroce, un ami dangereux dont les tendances violentes aident et menacent l'enquête d'Easy. Jennifer Beals apporte de la complexité au rôle de la femme fatale, subvertissant les attentes à chaque tournant. La cinématographie de Tak Fujimoto baigne le film dans la lumière de l'heure dorée et des ombres profondes, tandis que la musique imprégnée de jazz d'Elmer Bernstein capture parfaitement à la fois l'époque et l'attention. La conception de la production recrée méticuleusement le Los Angeles d'après-guerre. Des quartiers ségrégés à la scène jazz animés de Central Avenue, créant un monde qui semble authentique et vécu. Malgré des performances riches et une palette visuelle sensuelle,
Le film n'a pas bien marché, récupérant à peine son budget de 22 millions de dollars. Les critiques ont salué son approche innovante des conventions du film noir, mais le public de 1995 n'était pas prêt pour sa politique raciale sans concession. Il était en avance sur son temps, et c'est peut-être pour cela qu'il a eu du mal commercialement. Aujourd'hui, c'est une pierre angulaire du film noir et un contrepoint essentiel aux histoires de détectives dominées par les Blancs. Ce n'est pas juste un mystère, c'est une confrontation avec l'histoire raciale de l'Amérique qui résonne encore puissamment. A Midnight Clear, 1992. Les histoires de la Seconde Guerre mondiale sont souvent peintes à grands traits. A Midnight Clear ose être intime. Situé dans les Ardennes juste avant la bataille des Ardennes, un groupe de soldats américains découvre une unité allemande qui veut se rendre. Ce qui suit est une danse obsédante d'humanité et de tragédie. Basé sur le roman autobiographique de William Wharton, le film se concentre sur une escouade d'officiers de renseignement, tous avec des QI supérieurs à 150, envoyés occuper un château abandonné près des lignes allemandes. Leur jeunesse et leur intelligence les rendent plus vulnérables aux complexités morales de la guerre, et non moins. Lorsqu'ils réalisent que les soldats allemands qu'ils traquent veulent se rendre sans honte, une confiance fragile se développe à travers les lignes ennemies. Keith Gordon dirige avec une sensibilité poignante, capturant l'absurdité de la guerre à travers des visuels poétiques. Les forêts couvertes de neige deviennent à la fois belles et menaçantes, le silence plus terrifiant que les coups de feu. Le casting, Ethan Hawke, Gary Sinise, Peter Berg, Kevin Dillon et Frank Whaley offrent des performances discrètes et déchirantes. Chaque personnage apporte une perspective différente aux dilemmes moraux auxquels ils font face. Les scènes les plus puissantes du film impliquent la communication hésitante entre ennemis, des batailles de boules de neige remplaçant les balles, des chants de Noël chantés dans différentes langues, mais avec une signification partagée. Ces moments de connexion rendent la tragédie inévitable encore plus dévastatrice. Le film a échoué financièrement, rapportant moins de 2 millions de dollars, mais les critiques ont salué sa retenue et son empathie, et il a discrètement perduré comme l'un des films de guerre les plus uniques jamais réalisés. Son message anti-guerre ne vient pas de grandes déclarations, mais de la démonstration de l'absurde gaspillage de jeunes vies des deux côtés. Si vous en avez assez des récits de combats tapageurs, celui-ci murmure des vérités qui transpercent encore. C'est une fable hivernale sur le paradoxe le plus sombre de la guerre. Comment l'humanité persiste même lorsqu'elle est systématiquement détruite. Smoke, 1995. À Brooklyn, dans un magasin de cigares d'angle, 1000 histoires passent S. Nous, à travers la brume. Smoke, de Wayne Wong, écrit par le romancier Paul Auster, est un drame de la vie quotidienne qui se délecte de petits moments magnifiques. Harvey Keitel joue le commerçant et William Hurt, l'écrivain en deuil qui y trouve une compagnie improbable. La structure du film reflète l'acte de fumer lui-même, non pressé, contemplatif, construit autour du rituel et du partage. 5 histoires interconnectées se déroulent, chacune révélant comment des étrangers deviennent des parties essentielles de la vie des uns et des autres. Le coin cigare de Brooklyn devient une église laïque où la confession, la rédemption et la communauté se produisent autour du tabac et de la conversation. Tourné avec un budget serré, le film est une leçon magistrale de dialogue et de personnages. Il n'a pas battu de record au box-office, mais il a conquis le cœur des critiques et des spectateurs de festivals. Wang dirige avec une touche délicate, permettant aux scènes de respirer et aux personnages de se révéler progressivement. Il n'y a pas de conflit fabriqué, juste la douce collision de vie dans un paysage urbain. La distribution, comprenant Forest Whitaker, Stockard Channing et Harold Perrineau, crée une tapisserie de la vie new-yorkaise qui semble authentique et chaleureusement observée. Mais c'est Augie Wren de Keitel qui ancre le film. Son rituel quotidien, photographier le même coin de rue à la même heure chaque matin pendant des années, devient une métaphore puissante de la façon dont le sens émerge de l'attention portée aux motifs de la vie. Son charme réside dans l'humanité de ces détails, une photographie, une histoire, une rencontre fortuite. Le segment final du film où Augie raconte une histoire de Noël sur la vérité, les mensonges et la gentillesse figurent parmi les fins les plus parfaites du cinéma des années 90. Si Tarantino a rendu la violence poétique, Smoke fait chanter l'immobilité, une ode à la narration elle-même. Safe, 1995. Et si votre environnement vous tuait et que personne ne vous croyait, Safe de Todd, Haynes met en vedette Julianne Moore dans le rôle d'une femme au foyer qui développe des sensibilités mystérieuses aux produits chimiques du quotidien. Situé dans la vallée de San Fernando, stérile et aisée, en 1987, le film est à la fois une histoire d'horreur psychologique et une critique dévastatrice de la vie moderne. Carol White, interprétée par Moore,
vit dans un monde de surface, sa maison immaculée, son mariage sans émotion, ses cours d'aérobac. Lorsqu'elle commence à éprouver des symptômes inexpliqués, saignements de nez, convulsions, essoufflements, les médecins ne trouvent rien d'anormal. Est-ce une maladie environnementale comme elle en vient à le croire, ou quelque chose de plus profond? Une réaction allergique à sa propre existence vide. Ce qui commence comme un drame domestique devient une descente cauchemardesque dans l'isolement et les groupes d'entraide quasi sectaires. La performance de Moore est si subtilement dévastatrice qu'elle disparaît presque sous votre peau. Elle se transforme physiquement, sa voix devenant plus faible, sa présence plus fantomatique, alors que Carol cherche désespérément à guérir. Haynes dirige, avec une précision clinique. Sa caméra garde Carol à distance, souvent encadrée derrière des fenêtres, des portes et des pare-brises de voitures, piégée dans son monde privilégié, mais étouffant. La conception de la production crée des environnements qui semblent beaux mais qui deviennent de plus en plus toxiques, reflétant l'état psychologique de Carol. Le film a rapporté moins de 600 000 $ lors de sa sortie initiale, mais avec le temps, Safe a été réévalué comme un chef-d'œuvre prophétique sur l'anxiété environnementale, les maladies chroniques et le déni sociétal. Sa critique de la culture de l'auto-assistance semble plus pertinente que jamais dans notre ère obsédée par le bien-être. C'est de l'horreur, mais pas celle dont on peut s'échapper en criant. Au lieu de cela, c'est l'angoisse rampante que peut-être notre mode de vie entier est fondamentalement insoutenable. L'apôtre, 1997. Robert Duvall a écrit, réalisé et joué dans cette étude de personnage tonitruante d'un prédicateur pentecôtiste déchu, cherchant la rédemption dans le sud profond. L'apôtre. Étouffeux, sueur et désespoir spirituel. Un film qui explore la foi avec une rare authenticité. Duvall joue Sonny, un prédicateur charismatique qui, dans un moment de rage, commet un acte violent et fuit sa maison au Texas. Se réinventant en tant qu'apôtre UF dans une ville de Louisiane, il construit une nouvelle congrégation tout en luttant avec ses péchés. Ce qui rend le film extraordinaire, c'est son refus de juger. Sonny n'est ni un méchant ni un saint. C'est un homme de foi authentique et de véritables défauts, cherchant la grâce tout en étant incapable d'échapper complètement à sa nature. Tourné avec un budget limité grâce à l'argent de Duvall, il a fallu près d'une décennie pour le réaliser. Les studios ont hésité devant un film centré sur le christianisme évangélique du Sud, qui ne se moquait pas de son sujet ni ne le rendait plus acceptable. Mais la persévérance de Duvall a porté ses fruits. Il a créé l'un des portraits les plus nuancés de la vie religieuse américaine, jamais capturé sur film. Le casting de soutien, y compris Farrah Fawcett et Miranda Richardson, est excellent, mais ce sont les acteurs non professionnels, de vrais prédicateurs et membres d'église, qui donnent au film sa puissance spirituelle authentique. Les scènes d'église vibrent d'une ferveur religieuse authentique, du genre rarement capturé dans les productions hollywoodiennes. Il n'a rapporté que 21 millions de $, mais pour un film sans soutien de studio, c'est un petit miracle. Duvall a été nommé pour le meilleur acteur, et sa performance brute résonne encore comme un sermon évangélique résonnant le long d'un chemin de terre. Pour quiconque s'intéresse aux complexités de la foi, de la rédemption et de la capacité humaine à la fois de détruire et de créer, The Apostle est un visionnage essentiel. A Perfect World, 1993. Clint Eastwood dirige Kevin Costner dans ce qui pourrait être la performance la plus émouvante de sa carrière. Costner joue Butch Haynes, un détenu évadé qui se lie avec un jeune garçon qu'il prend en otage, formant une relation tendre de père et fils de substitution. Pendant ce temps, Eastwood lui-même joue le Ranger texan à sa poursuite, créant un triangle moral complexe au fur et à mesure que la chasse à l'homme se déroule. Situé dans le décor du Texas des années 1960, juste avant l'assassinat de Kennedy, le film se déroule avec une grâce lyrique, équilibrant suspense et travail approfondi des personnages. T.J. Lowther offre l'une des performances d'enfant les plus naturelles du cinéma en tant que Philip, un garçon témoin de Jéhovah qui n'a jamais célébré Halloween ni connu les petites libertés de l'enfance. Leur voyage devient à la fois une évasion et un éveil. Ce qui élève un monde parfait au-dessus des thrillers de chasse à l'homme conventionnel, c'est son intelligence émotionnelle. Le scénario de John Lee Hancock explore comment les cycles de violence et l'absence de père façonnent la masculinité à travers les générations. Le Butch de Costner, dangereux mais tendre, abîmé mais protecteur, vous brise le cœur précisément parce que vous pouvez voir à la fois l'enfant blessé qu'il était et le bonhomme qu'il aurait pu être. La cinématographie de Jack Green capture le paysage texan avec une beauté automnale poussiéreuse, tandis que la partition épurée de Lenny Niehaus souligne le ton mélancolique du film. Malgré l'implication d'Eastwood, il est passé inaperçu aux États-Unis, éclipsé par des films plus commerciaux comme Jurassic Park et Madame Doubtfire sortis la même année.
Avec le temps, les critiques ont réévalué Un monde parfait comme l'une des réalisations les plus sous-estimées de la carrière de réalisateur d'Eastwood. C'est à la fois un road movie, une pièce de moralité et une élégie, un film qui comprend comment de brefs moments de connexion peuvent offrir une rédemption même lorsque l'évasion est impossible. The Ice Storm, 1997. Le portrait d'Ang Lee de la malaise suburbain dans le Connecticut des années 1970 peut sembler froid, mais il tranche avec une précision chirurgicale. Kevin Kline, Joan Allen, Sigourney Weaver et un jeune Tobey Maguire forment un ensemble où chaque silence en dit plus que les mots. Situé pendant le week-end de Thanksgiving 1973, alors que le scandale du Watergate se déroule à la télévision, La tempête de glace explore deux familles voisines dont l'expérimentation sexuelle et la déconnexion émotionnelle reflètent l'humeur nationale. Les parents assistent à une soirée d'échange de partenaires, tandis que leurs enfants naviguent dans leurs propres éveils sexuels avec autant de curiosité que de vide. Adapté du roman de Rick Moody, ce n'était pas un film populaire, mais il a reçu des critiques élogieuses et a remporté le prix du meilleur scénario à Cannes. L'adaptation de James Schamus distille la voix littéraire du roman en une poésie visuelle, créant un film où les objets, un bac à glaçons en métal, un masque de Nixon, une figurine, portent un poids émotionnel immense. La cinématographie de Frédéric Elmès utilise la lumière froide et claire de l'hiver pour exposer la vacuité émotionnelle des personnages. La conception de la production recrée l'opulence des années 1970 avec une précision anthropologique, des porte-plantes en macramé au break avec panneaux en bois. Les détails de l'époque ne ressemblent jamais à de la nostalgie, mais plutôt à des artefacts d'une expérience ratée de la vie américaine. Le jeune casting, comprenant Christina Ricci, Elijah Wood et Katie Holmes, offre des performances d'une maturité remarquable, capturant comment les enfants absorbent les dysfonctionnements de leurs parents, tout en les jugeant. Aujourd'hui, The Ice Storm est salué pour son honnêteté émotionnelle poignante et sa retenue stylisée. Son célèbre climax, où la tragédie arrive avec le temps, reste l'une des séquences de cause, effets et terribles coïncidences les plus parfaitement exécutées du cinéma. Ce n'est pas chaleureux, mais c'est inoubliable. Affliction, 1997. Un flic de petite ville, un cadavre et une vie de traumatisme. Affliction de Paul Schrader est aussi sombre et méditatif que tout ce qu'il a jamais écrit. Basé sur le roman de Russell Banks, c'est un conte hivernal sur la façon dont la violence se transmet de père en fils, comme un terrible héritage. Wade Whitehouse s'accroche à peine à son travail de shérif dans une petite ville, à sa relation avec sa fille, à sa sobriété, à sa santé mentale. Lorsqu'un accident de chasse coûte la vie à un homme d'affaires riche, Wade voit une chance de rédemption en résolvant ce qu'il croit être un meurtre. Mais son obsession s'intensifie, alimentée par les souvenirs de son père abusif et sa propre rage refoulée. Nolte livre la performance de sa vie, torturé, vidé, se désintégrant. Sa transformation physique tout au long du film est saisissante. Un mal de dents devient à la fois un élément de l'intrigue et une métaphore. Son visage de plus en plus enflé à mesure que l'infection se propage littéralement et spirituellement. Coburn a remporté un Oscar pour avoir joué son père monstrueux, une performance si terrifiante dans son authenticité qu'elle en est presque insoutenable. Schrader dirige avec une fureur contrôlée, utilisant l'hiver brutal du New Hampshire comme expression du paysage intérieur de Wade. La cinématographie de Paul Sarassi capture à la fois la beauté austère et le poids oppressant de la vie dans une petite ville couverte de neige. Le film n'a rapporté qu'environ 6 millions de dollars, mais c'est du pur cinéma axé sur les personnages à son meilleur dans la noirceur. Willem Dafoe prête sa voix narrative en tant que frère de Wade, qui a échappé à l'influence de leur père, mais reste hanté par le destin de Wade. Si vous voulez un thriller qui tient plus de la tragédie grecque que de la procédure policière, Affliction offre une honnêteté émotionnelle brutale et pas une seule fausse note. The Butcher Boy, 1997. Le récit tordu de passage à l'âge adulte de Neil Jordan sur un garçon irlandais perturbé est en partie une satire, en partie une horreur, en partie un portrait psychologique. Eamon Owens offre une performance brillamment troublante en tant que Francie Brady, un garçon de 12 ans dont la réalité se fragmente alors que sa famille se désintègre dans l'Irlande des années 1960. Basé sur le roman de Patrick McCabe, le film équilibre l'exubérance comique avec une véritable horreur. La voix off de Francie, bavarde, profane, de plus en plus déséquilibrée, nous guide à travers sa perspective alors qu'il proque. Aborde le suicide de sa mère, l'alcoolisme de son père et son propre comportement de plus en plus incontrôlable. Le coup de maître de Jordan est de maintenir le point de vue de Francie, tout en permettant au spectateur de voir la tragédie se dérouler autour de lui et en lui.
Le ton oscille entre la comédie absurde et la tragédie dévastatrice, mais Jordan ne perd jamais le contrôle. Des touches surréalistes, y compris Sinéad O'Connor, apparaissant comme la Vierge Marie dans des visions récurrentes, se mêlent au réalisme de la vie quotidienne. La palette de couleurs vibrantes du film et le travail de caméra énergique contrastent avec son sujet de plus en plus sombre, créant une expérience unique et troublante. Stephen Rea offre une performance déchirante en tant que père de Francie, tandis que Fiona Shaw est délicieusement malveillante en tant que Madame Nugent, la voisine dont la condescendance déclenche les pires impulsions de Francie. Les détails d'époque de l'Irlande des petites villes pendant la crise des missiles de Cuba ajoutent une autre dimension, la paranoïa de la guerre froide se répercutant sur l'imagination d'un enfant. Bien que peu connu aux États-Unis, le film a raflé les prix irlandais et est désormais considéré comme un regard audacieux sur la maladie mentale, le traumatisme familial et la fantaisie comme échappatoire. Il pose des questions inconfortables sur la façon dont la société échoue aux enfants en difficulté et la fine ligne entre l'imagination vive et la psychose. Audacieux, troublant et étrangement tendre, The Butcher Boy n'offre pas de réponse facile, juste un cinéma inoubliable. Red Rock West, 1993. Avant que Fargo ne rende le noir excentrique à la mode, il y avait Red Rock West. Nicolas Cage joue le rôle de Michael, un vagabond malchanceux qui arrive dans une ville du Wyoming et est pris pour le tueur à gages engagé pour tuer la femme d'un propriétaire de bar local. Lorsque le vrai tueur à gages se présente, Michael se retrouve piégé dans un réseau de plus en plus dangereux d'erreurs d'identité. Réalisé par John Dahl, ce thriller néo-noir a été mis de côté aux États-Unis avant de devenir culte à l'étranger. Il n'a même pas eu de véritable sortie en salles au début. Il était prévu de sortir directement en vidéo jusqu'à ce qu'un propriétaire de cinéma de San Francisco le voie à la télévision par câble, reconnaisse sa qualité et commence à le projeter devant des publics enthousiastes. Ce qui distingue Red Rock West des thrillers classiques, c'est son équilibre parfait entre tension et humour noir. Le scénario de John et Rick Dahl crée une série de situations de plus en plus tendues qui semblent à la fois surprenantes et inévitables. La performance de Cage est ancrée et sympathique, un homme bon faisant des choix de plus en plus désespérés à mesure que sa situation se détériore. Le casting de soutien brille, G.T. Walsh en tant que propriétaire de bar Duplice, Dennis Hopper joyeusement menaçant en tant que véritable tueur à gages, et Lara Flynn Boyle apportant de la complexité au rôle de femme fatale. La cinématographie de Rocky Giordani capture à la fois la vaste beauté vide du paysage du Wyoming et les intérieurs claustrophobes où se déroule une grande partie de l'action. Aujourd'hui, les fans le saluent comme l'une des performances les plus retenues et les meilleures de Cage et un exercice de genre presque parfait. Si vous aimez votre film noir ensoleillé et décalé, ne manquez pas ce bijou américain qui a dû voyager en Europe pour être reconnu comme le classique qu'il est, The War Zone, 1999. Les débuts de Tim Roth en tant que réalisateur ne sont pas faciles à regarder, mais ils sont essentiels. Ce drame britannique austère sur un adolescent découvrant des abus au sein de sa famille est brut, troublant et brillamment interprété. Basé sur le roman d'Alexander Stewart, le film aborde son sujet difficile avec une honnêteté sans faille et une profonde compassion. L'histoire suit une famille londonienne qui déménage dans la campagne du Devon. Tom, âgé de 15 ans, lutte contre l'isolement jusqu'à ce qu'il découvre un secret horrifiant impliquant son père et sa sœur aînée. Ce qui suit n'est pas un drame conventionnel d'exposition et de justice, mais une exploration complexe de la manière dont les familles accommodent la monstruosité et du courage dévastateur nécessaires pour briser le silence. Tilda Swinton et Ray Winstone sont terriblement humains dans des rôles qui semblent presque trop réels. Les nouveaux venus Cunliffe et Belmont offrent des performances d'une vulnérabilité étonnante. Roth dirige avec compassion et une honnêteté inébranlable, sans jamais exploiter le sujet pour le sensationnalisme, tout en refusant de détourner le regard des vérités douloureuses. La cinématographie de Seamus McGarver capture la beauté austère de la côte du Devon. Des falaises massives et impassibles et une mer grise et froide deviennent de puissantes métaphores pour l'isolement de la famille et l'immensité de leur douleur. La bande sonore sparse et le rythme délibéré créent une atmosphère de terreur croissante et d'authenticité émotionnelle. Il a à peine été remarqué au box-office, mais les critiques l'ont salué comme un premier film audacieux. Roth évite tous les clichés du drame sur les abus, créant à la place une œuvre d'une telle honnêteté émotionnelle qu'elle est à la fois difficile à regarder et impossible à oublier. Même aujourd'hui, il reste une puissante dénonciation du silence et de la complicité. Pas pour les âmes sensibles, mais inoubliable, une fois vu. Donc, si vous aimez découvrir des classiques oubliés, ne vous arrêtez pas ici. Appuyez sur le bouton s'abonner, activez la cloche et laissez un commentaire avec votre pépite cachée préférée des années 90
ou de toute autre époque. Ceci est Golden Age Classics, et nous ne faisons que commencer ce voyage dans les trésors les plus méconnus du cinéma. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à faire tourner ces bobines et à garder vos cœurs ouverts.